Beaucoup de personnes assimilent souvent l'hypnose comme une chose assez spirituelle. Et pourtant, pas du tout. C'est à 100% un phénomène neurobiologique. La neurobiologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude du cerveau. Je tiens à préciser que toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour apprendre à hypnotiser, eh bien c'est la mauvaise. Nous allons voir qu'est-ce que l'hypnose, que ce soit comme état, ses effets sur notre conscience, sur notre intelligence, sur notre faculté d'apprentissage, pourquoi et comment ça marche, les progrès médicaux que cela fait, pourquoi il y a des réceptifs ou pas, peut-on réellement arrêter de fumer avec l'hypnose, etc. Plein de trucs dans le genre. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'hypnose n'est pas un état de conscience basique. Ce n'est ni un état d'éveil, ni un état méditatif, ni un état de sommeil. Et pourtant, le mot hypnose vient du grec ancien hypnos qui signifie sommeil. Et pourtant, ce n'est pas du tout un état de sommeil. En fait, l'hypnose est une sorte de processus d'immersion dans un état de conscience où la notion du temps, le jugement et la perception sont modifiés. Et ça, c'est très compréhensible, et on va voir pourquoi. On entend souvent chez les hypnotiseurs une phrase du genre « Fermez les yeux, détendez-vous, vous vous sentez bien, de mieux en mieux, votre tête est lourde, de plus en plus lourde, maintenant vous dormez, vous êtes plongé dans un sommeil profond. » Alors, comment ces petites phrases et ces petits tours de passe-passe peuvent-ils changer la dynamique de nos systèmes neuronaux? Tout d'abord, ça commence avec une phase de relaxation et en même temps de confusion, ce qui fait abandonner les certitudes intellectuelles et leur rigidité à la personne hypnotisée. Et parfois en disant des phrases qui n'ont aucun sens. Et lorsque notre conscience essaye de comprendre cette phrase, paf, on désactive le self-control, donc le contrôle de soi. En fait, notre cerveau va créer ce qu'on appelle une phase de dissociation entre l'inconscient et le conscient. Et là commencera enfin la transe hypnotique. Alors concrètement, que se passe-t-il dans notre cerveau ? Eh ben c'est tout simplement les connexions entre les réseaux et leur activité qui sont totalement modifiées. Alors, tout d'abord, on perd le contact extérieur. Et ça c'est dû au fait que l'activité du cortex cingulaire antérieur diminue. Et le cortex cingulaire antérieur, c'est le truc qui est là, qui fait le tri entre les informations qui sont perçues. Et donc, cela entraîne la perte de contact avec tout ce qui n'est pas au centre de l'attention, notamment le milieu extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que les émotions associées à la douleur sont aussi écartées. Mais ça, on reviendra sur ce fait quand on parlera de l'hypnose médicale. Sinon, ensuite, on a notre attention qui est hautement focalisée. En gros, notre attention se concentre surtout sur les sensations internes, les fonctions corporelles, les émotions, etc. Et ce focus sur nous-mêmes, en quelque sorte, est favorable à la relaxation. Et tout ça, c'est dû à l'augmentation du niveau de connexion entre l'insula, qui concerne le réseau en lien avec les sensations corporelles internes, et le cortex préfrontal dorsolatéral, qui concerne cette fois-ci le réseau du contrôle exécutif, qui est lui impliqué dans l'attention focalisée et la prise de décision. Et sinon, en dernier, on a une modification de la conscience de soi. En gros, il y a une déconnexion entre nos actions et la conscience de nous-mêmes lors de nos actions. Par exemple, c'est pour ça qu'on peut faire la poule ou autre chose sans être réellement conscient. Et tout cela, c'est dû cette fois-ci à l'activité entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex cingulaire postérieur qui est réduite. Et je ne parle pas là de connexion, mais bien d'activité. Donc voilà en gros ce qui se passe dans notre cerveau durant une hypnose. Donc pour récapituler, il y a une perte de contact extérieur. Il y a une focalisation sur les symptômes somatiques. Donc en gros tout ce qui concerne le corps. Et il y a une déconnexion entre nos actions et la conscience de nous-mêmes lors de nos actions. Donc à présent, puisqu'on comprend concrètement qu'est-ce que l'hypnose, voyons à présent s'il y aurait des effets sur notre intelligence. Dans le sens où y aurait-il des avantages d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue professionnel. Alors, on vient de voir que l'activité du cortex cingulaire antérieur diminue, ce qui permet à la personne d'être focalisée sur son expérience. Donc, un certain niveau de concentration est engendré, ce qui est bénéfique pour ne pas se laisser distraire. Pour se consacrer pleinement à une activité, un examen ou un autre truc dans le genre, c'est très pratique que ce cortex diminue. Ensuite, il y a aussi une augmentation des connexions entre le cortex préfrontal dorsolatéral et l'insula,
qu'on avait vu en 2 lorsqu'on parlait de la focalisation sur les symptômes somatiques. Et cette augmentation permet de mieux gérer son stress, ce qui est encore pratique pour des tas d'activités. Sauf que, outre le stress et la concentration, il y a quand même un inconvénient. Car une étude en 2013 a montré que cela fait carrément chuter l'efficacité de la mémoire immédiate. Ce qui est un très gros inconvénient pour retenir des choses. Il ne faut donc malheureusement pas s'attendre à ce que nos performances cognitives s'améliorent grâce à l'hypnose. Donc, non. L'hypnose n'augmente pas notre faculté d'apprentissage, mais en revanche, elle nous permet d'être plus alertes ou modifier la façon d'être. Des choses comme par exemple bien respirer, se tenir droit, être moins anxieux et des tas d'autres trucs. Donc l'hypnose est assez pratique pour arrêter de stresser, pour mieux se concentrer, mais malheureusement diminue l'efficacité de la mémoire immédiate. Et juste, la mémoire immédiate, autrement appelée la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, fait partie de 3 types de mémoire. C'est-à-dire la mémoire sensorielle, qui traite les informations qui proviennent des 5 sens. La mémoire à court terme, qui concerne les informations très courtes, qui ne dépassent pas trop en général 30 secondes. Et la mémoire à long terme, qui est divisée en différents types de mémoire. La mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire de représentation perceptive et la mémoire procédurale. Donc voilà pour la faculté d'apprentissage avec l'hypnose. Et maintenant, nous allons voir l'hypnose dans le domaine médical, autrement appelée l'hypnose médicale. Parce que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les émotions négatives associées à la douleur sont écartées. En fait, dans le domaine médical, l'hypnothérapeute focalise l'attention du patient sur des sensations agréables pour le détourner de la douleur. Et cette méthode est de plus en plus utilisée, comme par exemple lors d'opérations. Au lieu de faire une anesthésie générale où on n'a plus conscience de rien du tout, on peut faire une hypnose. C'est parfois utilisé, mais ça dépend aussi bien sûr le problème du patient. Donc en focalisant à 100% l'attention d'une personne grâce à l'hypnose, on pourrait lui faire ne pas ressentir la douleur. Bon, ça dépend aussi, parce que si la personne a une jambe coupée et qu'on décide de lui montrer une vidéo de chat qui fait du piano pour qu'il oublie la douleur, la personne aura juste envie de vous tuer. Conclusion, l'hypnose a des avantages sur la douleur qui est utilisée dans le domaine médical. Parfois utilisée dans le domaine médical. Alors ensuite, parlons d'addiction et d'autres trucs dans le genre. Il faut savoir que les hypnothérapeutes peuvent réellement vous faire arrêter par exemple de fumer. Après, les techniques ne marcheront pas forcément, Ça dépendra aussi de ses capacités et de votre degré d'addiction. Mais bien des fois, ça a marché. Nous allons parler de fumer parce que je pense que c'est l'addiction la plus répandue dans le monde. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le procédé est de faire percevoir d'une manière différente le problème. Bon, les fumeurs vont dire plus facile à dire qu'à faire. Que j'avoue, je ne fume pas, donc je ne sais pas ce que c'est que cette addiction. Donc je précise que je donne pas mon avis, je précise juste des faits pour les fumeurs. Donc pour revenir, par exemple, faire comprendre avec la cigarette, avec l'hypnose donc, que la cigarette a l'air sympa en apparence, mais en vrai que c'est un empoisonnement. Donc faire prendre une réelle prise de conscience à la personne. Le but de cette hypnothérapie est de faire redevenir sensible, de pouvoir faire un détachement et surtout d'obtenir un réflexe. C'est-à-dire par exemple que lorsque vous avez un paquet de cigarettes dans les mains, en fait vous devez d'un coup le lâcher. Comme si en fait l'objet était bouillant. Ça va permettre à la personne de se méfier de l'objet qui l'empoisonne le corps et qui la détruit psychologiquement comme physiquement. Quand je dis physiquement, c'est surtout intérieurement, même si des fois il y a quelques symptômes qui se voient à l'extérieur, comme par exemple les dents jaunes ou un truc dans le genre. Donc voilà aussi un des bienfaits de l'hypnose qui peut servir dans la vie. Et à présent, voyons pourquoi il y a des personnes réceptives à l'hypnose et d'autres non. Psychologues et neuroscientifiques estiment qu'il y a 2 à 5% de personnes qui sont hautement hypnotisables, alors que justement 10% le sont très faiblement. Mais sinon, pour répondre pourquoi, une étude de Stanford a démontré tout simplement qu'il y a peu de connectivité fonctionnelle entre le cortex singulaire antérieur dorsal et le cortex préfrontal dorsolatéral gauche.
qui est donc constaté chez les personnes qui sont peu hypnotisables. Voilà la raison principale de pourquoi il y a des non réceptifs. Ce qui a confirmé également que la capacité à répondre à l'hypnose dépendait plus de variables cognitives et neuronales que de traits de personnalité. Donc voilà, j'espère sincèrement vous avoir répondu aux principales questions que l'on peut se poser en hypnose, que vous ayez compris que ce n'est pas une chose spirituelle mais bien neurobiologique, et que vous ayez compris son utilité dans plusieurs domaines. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, à liker la vidéo si elle vous a plu, et surtout, ne surtout pas oublier que la science est le futur.